La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons du magasin O'Brien et pour l'occasion, j'ai invité M. Ronald Turcotte. M. Turcotte, bonjour. Bonjour. Commençons d'abord par parler de la famille O'Brien. D'où viennent-ils? Oui, la famille O'Brien, premièrement, c'est une famille de descendance irlandaise. Fait qu'ils arrivent avec les Irlandais, là, pas mal dans la partie de la révolte des Patriotes vers 1837. Ils passent vers Gros-Île, la même chose que les autres familles qui arrivent, là, avec l'île de la Quarantaine. Et ces Irlandais-là, entre autres, sur la famille, on a très peu de choses au départ. Donc, on sait que le père et la mère arrivent avec un enfant. Le père et la mère, on n'a pas pu identifier les noms, parce qu'on ne sait pas. Mais on sait que le garçon, entre autres, s'appelle Patrick. Donc, pour les Irlandais, c'est significatif, la Saint-Patrick et tout ça. Et le jeune homme a à peu près 5 ans à cette période-là. Patrick serait né vers 1832 et il va décéder en 1905. Au départ, comme plusieurs Irlandais, il va rentrer à l'intérieur des terres par les routes d'infiltration. Donc, il va rentrer par le chemin Craig, il va rentrer par le chemin de Gosford. Et ils vont aller s'établir avec plusieurs autres anglophones là, dans la partie Saint-Julien. Donc, il y en a déjà beaucoup qui sont là. Et à cet endroit-là, avec les autres, il va commencer à s'établir, puis il va rester avec les familles qui sont là sur place, puis ils vont commencer à développer des éléments. Et si on regarde pour Patrick, là, il va s'établir à Saint-Julien, puis en même temps, on va voir, il va rencontrer une dame qui va s'appeler Annie Rock, R-O-C-K. Et elle est née en 1838, elle va décéder en 1917. Et de leur union, à Saint-Julien, entre autres, il va avoir 9 enfants. 5 garçons, 5 filles. 5 garçons, c'est-à-dire, puis 4 filles, ça fait 9. Et ce qu'on va avoir de ces 9 enfants-là, comme à l'époque, on va voir apparaître la période de 1850. Donc, en 1850, il y a beaucoup d'individus qui s'en vont vers les États-Unis. Oui. Donc, cette famille-là ne manque pas du tout à l'appel. Là. Fait qu'il y en a 7 sur 9 qui vont partir. Qui s'en vont aux États-Unis, on n'entend presque plus parler. Donc, ils sont là-bas. Ça, c'est des oncles qui vont revenir beaucoup plus tard. Et il y en a 2 qui restent ici. Il y a une fille, entre autres, Marie-Anne, qui va marier Napoléon Aymon. Et Napoléon Aymon, lui, était un forgeron. Entre autres, on a retrouvé des documents, là, un forgeron vers 1880 à Saint-Julien. Ah oui. Et après ça, notre John, lui, va partir, puis il va aller s'établir un petit peu à l'extérieur là, pour faire ses affaires, faire sa vie, puis il va rencontrer quelqu'un, puis ça va se continuer. Avant de venir s'établir à Black Lake, où retrouve-t-on la famille O'Brien? La famille de John, là, si on regarde à cette période-là, vers 1886, avec les recensements, on le retrouve à Maple Grove. Oui. À cette époque-là, il y a la bosse du commerce déjà. Donc, on voit que c'est une famille qui a l'air d'avoir de l'instruction. Et il va être forgeron. On l'a retrouvé dans les recensements au niveau des livres de l'abbé Marot. Il y avait un élément, entre autres, il avait fait le recensement des bureaux de poste. Donc, il y a un bureau de poste sur place. Ah, oui. Et ce qu'on va avoir aussi, il se trouve à avoir un magasin général. Donc, et là, on voit déjà à l'époque qu'il y a le sens des affaires parce que Maple Grove, à cette époque-là, c'est directement la jonction entre les 2 routes qu'on parlait tantôt, le Craig et le Gosford. Ils se croisent à la même chose, au même village. Et il est juste au bas du village, donc sur la route principale qui relie Saint-Ferdinand où tous les gens circulent pas mal. Donc, à cette période-là, la période agricole, son magasin général est très bien connu. Puis quand on parle du chemin Craig et Gosford, c'est dans les montagnes. Ouais. Donc, c'est la belle période agricole. Et ces villages-là, en principe, auraient dû grossir. Parce que c'est vraiment les jonctions à l'époque où il y a une rencontre importante de population. Mais ça reste petit. C'est pas là que le train va passer, justement, parce que le train, lui, ça y prenait une pente de 5 Fait que les trains ne passeront pas là, et c'est pas là que ça va se développer simplement. Ça va rester comme ça jusqu'à peu près dans les années 1909. Parce que c'était le chemin de la diligence? Le chemin de la diligence, oui. Il y a eu une diligence dans les premières années sur le chemin Craig. Ouais. Ça partait de Québec, ça se rendait jusqu'à Boston. Mais ce chemin-là, on s'est aperçu rapidement qu'il est devenu bourbier, là, parce que ça avait été fait par le général Craig, mais il avait fait ça avec les militaires. Ouais. On a déjà entendu parler quelque part. C'est que les militaires avaient fait ça. Puis durant l'hiver ou à l'automne, quand la route
route était gelée un peu, ça allait bien. Mais durant l'été, c'était un marais, là. C'était bourbier, c'était marécageux et tout ça. Et il y a les slicks qu'on a vus, ou les diligences, c'était surtout des slicks tirés par des chevaux, comme sur des skis durant l'hiver, puis ça passait à cette région-là. Mais à part ça, on voit pas grand-chose. Les autres individus, c'est carrossable, là. C'est des véhicules avec des roues en bois et tout ça qui passent, mais la circulation est lente, là. On est au début du siècle, là. En quelle année arrive-t-il à Black Lake? À Black Lake, bien, c'est que là, les affaires vont moins bien. Dans le milieu agricole, il se passe moins de choses. Et à cette période-là, il se développe beaucoup de choses en périphérie, là. Il y a beaucoup d'individus, même de Saint-Ferdinand, un peu partout, qui vont se diriger vers les pôles d'attraction. C'est la découverte des mines qu'il va y avoir. Donc, on regarde ça avec Joseph Fecteau. Ça va se faire en 1876 avec Gilbert, la famille Gilbert et tout, Roy et les autres. Donc, ça, il y a la découverte qui se fait là. Mais à Black Lake, il y a beaucoup d'activités à cette période-là. Fait que notre John O'Brien va fermer ses affaires et il va décider, en fin de compte, de détruire son magasin. Là, il le démantèle complètement. Quand plus tard, on va en reparler, il va avoir ramené les fenêtres, il va avoir ramené des portes, il va avoir ramené tout avec lui. Il l'a vraiment défait parce qu'il ne voulait plus que le commerce fonctionne là-bas. Et là, il s'en vient à Black Lake. Et quand il arrive à Black Lake, il va être en 1909. Et quand il a décidé de localiser son magasin, d'acheter une bâtisse nouvelle, il l'a acheté sur la rue Notre-Dame à l'époque, mais qui est la route numéro 1. Et cette route-là, bien, c'est celle qui fait le lien directement avec... Tout le monde passe par là quand on a affaire entre Sherbrooke et Québec. On passe par la Beauce, là, c'est la route numéro 1. Fait que les gens passaient en avant du magasin parce qu'il a acheté sa rue Notre-Dame. Et à proximité, on se trouvait à voir aussi des anciens villages. On se trouvait à voir le village Hopper, qui est dans la montagne, qui est juste à proximité, l'autre bord de la voie ferrée qu'on parlait. Il va y avoir le village Captri qui est là aussi, un petit peu plus haut, où il va y avoir des Ukrainiens, des Arméniens et tout ça. Et à Black Lake, sur la côte, là, c'est vraiment l'endroit où ça vire. Il y a beaucoup de commerces, il y a des hôtels qui sont là, il y a la gare qui est là, donc il s'en va au centre-ville, là, et il va faire virer ses éléments. Oui, là, il y avait le train dans l'autre... Oui, le train est arrivé. Le train passait là, dans ce village-là. Oui, le train est arrivé. Puis si on regarde la mine qui est à proximité, là, on va avoir la mine, on parle de la BC, British Canadian, à cette période-là. Et c'est vers les années, les exploitations auraient commencé vers 1883. Donc, il y a déjà quelques années que ça fonctionne. Et Black Lake s'est développé quand même assez bien. Et le train passe à cette période-là aussi. Donc, c'est un investissement intéressant pour lui. La gare est pas loin. Il y a les hôtels pas loin. Il se trouve avoir des commerces à proximité. Donc, il fait des bonnes affaires. Puis je pense qu'il a bien pensé à cette période-là. Il est décédé. Qu'est-ce qui est arrivé après son décès au maître du magasin O'Brien? Oh, oui, là, il y a une longue période d'adaptation. Si je reparle un petit peu, je vais reprendre le magasin. Donc, ce qu'on va avoir, c'est que John va s'en venir à Black Lake. Et quand il arrive à Black Lake, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a ses fils qui sont là. Là, il va avoir une famille intéressante. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ses fils vont être à Black Lake, il va décider, entre autres, en 1935, d'acheter... En 1909, il a acheté son magasin. Un petit peu plus tard, 2-3 années plus tard, il va acheter un autre commerce qui est à côté, qui est un hôtel de M. Morin. Donc, il achète ce magasin-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a grandi aussi son magasin général, qui est le magasin général O'Brien. C'est qu'en 1912, on avait fait les recensements. Et on s'aperçoit que dans les premières années, il y avait un barbier qui était à côté. Ça fait qu'en 2-3 ans plus tard, le barbier n'est plus là. Il a tout pris la surface du premier plancher. Et après ça, il va acheter pour ses fils Patrick, il achète pour Eddie et tout ça, il achète l'hôtel que je viens de mentionner à côté, où eux autres vont avoir une quincaillerie, ils vont avoir une épicerie, ils vont vendre des chaussures, ils vendent toutes sortes d'éléments. Ça fait qu'il est en train d'établir sa famille, là. Et Black Lake, là, je vous dirais qu'à cette époque-là, il y a le magasin général O'Brien. À côté, il y a le magasin des fils O'Brien. Donc, les O'Brien s'établissent, là, puis ils contrôlent une partie du commerce, déjà. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'en 1935, j'avais un document, entre autres, qui en parle un petit peu. Donc, en 1935, qu'est-ce qu'on a? C'est que là, on dit qu'il y a eu un incendie important à Black Lake. Et c'est justement l'édifice des fils O'Brien là, qui va passer au feu. Ça fait que cet édifice-là abritait les 3 commerces qu'on mentionnait tantôt. Et ces 3 commerces-là sont brûlés. On parle d'une valeur à l'époque de 35 000 $, mais c'est une grosse bâtisse pour les assurances. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'en 1936, un des fils, entre autres Patrick, qui est du même nom que celui qui est arrivé au départ, Patrick, lui, va racheter un autre magasin qui s'appelait Le Bon Marché. Et Le Bon Marché va devenir le magasin célèbre qu'on va voir par la famille O'Brien, mais qui va devenir le magasin célèbre pour le film Mon oncle Antoine. En 1970, quand ils ont tourné avec M. Claude Jutras et tout ça. Ce film-là, en fin de compte, le monsieur, l'acteur principal, Jean Duceppe, lui, il se trouve à représenter le gérant du magasin général.
Et c'est lui, en fin de compte, O'Brien, là, qui est là. Okay, là, il se trouve à s'occuper aussi bien. On retrouve de tout dans ce magasin-là. Il y a des tombes en haut, comme on le voit dans le film. Il se trouve à avoir de la lingerie. Il va avoir aussi de l'alimentation. Il y a des clous. Il y a le fameux baril de clous qu'on voit dans le film, etc. Là. Donc, ça, c'est les fils de John O'Brien. Notre John en question, quand on dit qu'il va décéder, il décède en 1940. Et quand il a décédé en 1940, ses autres fils, on n'entend pas parler. Ils sont structurés, ils ont fait leur vie ailleurs. Et la majorité de ses enfants, à lui, sont à Maple Grove, pas à Maple Grove, mais à Saint-Ferdinand-Côté. Donc, on retrouve tous ces enfants-là. Et là, ce qui va arriver, c'est que la relève, ses fils ne reviennent pas dans le magasin en 40, c'est qu'il y a 2 filles. Et là, c'est assez rare parce qu'on ne voit pas ça dans les compagnies de l'époque. La relève va se faire de père en fille. Donc, au lieu de père en fils, là, comme on voit d'habitude. Et cette relève-là, bien, il y a Emma et Lena, donc les 2 filles là, qui vont reprendre la relève. Et elles, ils connaissent bien les affaires parce qu'ils continuent le commerce là, pendant une bonne période. Okay? Donc, il y en a une des 2 qui décède tout simplement en 1968. Ça va être Lena. Et la deuxième, Emma, va décéder, elle, en 1995. Donc, c'est quand même près de nous autres. Ça s'amène un peu plus. Mais ils ont tenu le magasin jusque-là. Et ils ont continué de faire un magasin général. Et il y a plusieurs individus qui disaient à l'époque que le magasin général, c'était une place de consultation. Là. Les gens venaient s'asseoir. Il y avait un poêle à bois durant l'hiver. Puis Mme Emma, entre autres, elle s'assoyait là. Puis il y avait des gens qui venaient s'asseoir, ça jasait, venaient prendre des informations. Puis c'était intéressant. Oui, disons, c'était le rendez-vous des gens du village. Dans peu importe le village, le magasin général, c'est là qu'on voulait avoir des nouvelles. C'était l'endroit idéal. Ah ben oui, se rassemblait, tout le monde passait par là. Hein? Tout le monde passait par là. L'information se donnait. L'information se donnait. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter au sujet de la famille O'Brien? La famille O'Brien, en général, là, c'est que ça a été vraiment une famille de commerçants. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est des Irlandais. Puis ce qui est particulier, c'est que moi, j'avais fait beaucoup de travaux sur les anglophones. Et on s'aperçoit que c'est surtout les Britanniques, c'est surtout les Écossais qui contrôlaient le commerce. Et comme famille irlandaise, ils ont parti de petits. Là. On voit qu'ils ont parti tranquillement. Et quand ils étaient à Black Lake, entre autres, on pouvait dire qu'une partie de Black Lake, là, sur la côte, c'était les O'Brien qui contrôlaient ça. Jusqu'à ce qu'il y ait des incendies et tout ça qui fassent perdre le commerce. Les autres, on les repère un petit peu par après. Mais quand il y a eu, en 1970, l'incendie pour le film Mon oncle Antoine, la bâtisse avait brûlé 2 ans par après. Il y a eu un gros incendie. Et là, il reste juste un magasin général O'Brien. Et ça s'est continué, puis ça n'a jamais fermé, jusqu'à ce qu'en 1995, le fils, un des neveux, qu'on dit, Normand Martineau, a eu par testament la succession. Et lui, il a continué ça, puis ça n'a jamais fermé officiellement. Fait que le magasin est toujours resté, puis lui, il était très conservateur, donc il n'a presque rien changé. Et ça a resté comme ça jusqu'à temps que le commerce commence à être affaibli, si on veut, par l'arrivée sur le marché là, des People. Puis après ça, on va voir arriver les grandes superficies, les Art. On va voir apparaître les Zeller. On va voir apparaître aussi les Dollarama. Parce qu'il y a beaucoup de produits là, qui vont faire mourir ces petits commerces-là. Et officiellement, là, ça décline tranquillement. Ça fait que les O'Brien, c'est pas mal ça qu'on trouve au niveau de la famille. Mais ça aurait été peut-être intéressant si le feu n'avait pas rasé. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Tu sais, les fils O'Brien seraient probablement restés à Black Lake. Oui. Puis ça serait encore... Il y aurait peut-être encore des fils O'Brien, peut-être qui auraient, peut-être pas comme le magasin, mais ils seraient peut-être encore présents encore à Black Lake, là, dans des commerces, quelque chose. Oui, ils seraient restés commerçants, d'après moi. Et ce qui est déplorable, ce qui est intéressant et déplorable en même temps, c'est que le magasin qu'on a actuellement, nous autres, on va en reparler un peu plus tard, c'est quand on a fait l'acquisition, c'est que la bâtisse est restée intacte au niveau architectural, donc tout ça, c'est beau. Et quand on regarde à côté, là, presque toute la côte a brûlé. Là. Il y avait l'hôtel Morin qui a brûlé avec le commerce. On se trouve à avoir aussi le manoir qui était sur la côte qui a brûlé à côté. Les maisons qui étaient de l'autre bord de la rue, ça a tout brûlé. Il y avait une banque, la Banque nationale était là. Il y a la Eastern Township Bank qui était là, ça a brûlé ça aussi. Le bon marché a brûlé. Donc, la côte, là, il y a presque plus d'éléments vraiment sur le coin. Là. Tout a brûlé au complet. Et le seul vestige qui reste, c'est vraiment le magasin. Il y a quelqu'un qui protégeait... Au niveau de l'architecture. Il y a quelqu'un quelque part qui protégeait le magasin. Il y avait une bonne image à quelque part. Si on parlait maintenant de la Société de conservation du patrimoine de Thetford. Oui, ça a été un petit peu une saga, mais j'appelle ça une histoire, puis c'est intéressant. Parce qu'à Thetford Mine, on a encore, puis on a des belles structures au niveau patrimonial. Si on regarde ça, moi je regardais, là, on se trouvait à avoir le musée minéralogique.
On se trouve à avoir aussi la SARA, la Société des archives, là, qui a changé de vocation, de nom, ça veut dire dernièrement. On se trouve à avoir la Société d'histoire, qui est la Société de généalogie en même temps. Et à un moment donné, moi, pourquoi ça a commencé, la Société de conservation? C'est qu'il y a un monsieur qui était arrivé, puis il avait dit j'ai un vieux fusil, je veux donner ça. Et quand ça a commencé comme ça, c'est que là, il est venu nous le montrer à la Société d'histoire à l'époque. On dit non, on ne peut pas recueillir ça. On envoie la SARA a dit non, c'est pas notre mandat, nous autres non plus, on ne peut pas recueillir des objets. On l'avait envoyé au musée. Le musée, il dit non, nous autres, on se concentre sur ces éléments miniers, donc le fusil n'a pas rapport là. Le monsieur nous le ramène, il dit ce que je fais avec, je l'envoie sur les antiquaires. Donc, il va se ramasser à l'extérieur, puis on ne verra pas notre patrimoine. Là, l'idée avait germé. Là, on est à peu près dans les années 2000. Là. Fait que l'idée germe comme ça, elle s'en vient. Et à un moment donné, j'étais sur le conseil d'administration pour la Société de généalogie. Et quand on parlait, je disais, il faudrait faire quelque chose pour une société de conservation. Ça disait oui, on ramenait ça toujours au dernier point de la société. Ça revenait toujours au dernier point. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en avais parlé un peu plus, on était en 2002 à peu près. Et en 2002, je n'ai parlé un petit peu plus. Là, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose, il faudrait acheter un bâtiment, on commence à faire des choses. Là, le problème, c'est l'acquisition, de prendre les sommes qui appartenaient à la Société de généalogie, parce qu'on ne peut pas inventer quelque chose et faire mourir une autre institution qui est là depuis des années. La Société, c'était quelque chose de solide, puis c'était bien, puis on regarde les bercailles qui ont été faits, les répertoires, puis tout ça, c'était vivant. Fait que le conseil qui était autour, j'ai trouvé ça bien, par exemple, mais sur le coup, ça m'a fait de quoi? Parce que là, j'ai dit, on va acquérir une bâtisse. Entre autres, je parlais du magasin O'Brien, et ça a plus ou moins fonctionné. J'ai dit, bon, je retourne faire mes devoirs. C'est pas grave. On s'en va avec ça. Mais je voulais créer quelque chose. Ça fait que là, je suis allé voir la ville. Je suis allé voir les caisses populaires de la région. Là, j'ai demandé, j'ai dit, il faudrait avoir une société de conservation. À l'époque, il y avait M. Laurent Lessard qui était maire de la ville. Donc, je demande à M. Laurent, puis il y avait un monsieur de la caisse populaire aussi qui était quand même dynamique puis qui croyait à ces choses-là. J'ai dit, êtes-vous prêt à donner une somme pour ça? Ils ont dit, on va analyser ça. Viens nous présenter ça, puis on va regarder. Ça fait que je lui présente ça. Un mois plus tard, ils me disent, oui, on croit à ton projet. Tu as besoin de combien? Bien, j'ai dit, backez-moi pour les sommes, au moins pour l'acquisition d'un bâtiment, puis ça va être correct. Là, je suis revenu au conseil d'administration, je m'en souviens encore. C'est M. Pellerin qui était là. Là, j'arrive avec un chèque, le chèque est à mon nom, je mets ça sur la table, je lui parle du magasin, puis je lui parle de la société. Ils disent, bah, financement, c'est pas facile tout ça. Je sors de mon sac le chèque, je le mets sur la table. François le regarde encore, je m'en souviens. Il dit, c'est quoi ça? Bien, j'ai dit, c'est pour l'acquisition. Là, c'était vraiment réel. Fait que là, ils ont dit, on fait quoi? Bien, j'ai dit, on va faire ça avec la société. Non, ça n'a pas marché encore. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va partir une charte nouvelle et on va créer une identité particulière qui va s'appeler la Société de conservation du patrimoine ou la Société de conservation de Thetford ou du patrimoine. On a parti ça comme ça. Et officiellement, là, ça a commencé. On a eu notre charte, on a eu nos lettres patentes, on a eu nos éléments. On a parti ça tranquillement. Et là, on a acheté le magasin O'Brien. Et je me souviens à l'époque, M. Martineau, on était en 2003, M. Martineau voulait démanteler son élément. Il voulait vendre ça. Il avait même dit qu'on va vendre les comptoirs, puis commençait, il y avait des gens, des antiquaires qui avaient été le voir pour acheter tout ça. Et là, on a dit, touche plus à rien. Okay? Nous autres, on voudrait acheter ça tel que c'est là. Et en fin de compte, quand on a dit, on va mettre une société de conservation, bien là, il était content parce que lui aussi, il avait peur que ça se perde parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont changé de vocation, mais qui ont été détériorés amplement. Là. Ça aurait pu devenir un garage, mettre des autos ou quelque chose de même. Ça fait que là, par la suite, il était content. Puis en même temps, on commémorait la famille O'Brien qui avait fait du commerce là, à cette époque-là. Puis pour lui, c'était intéressant. Donc en 2003, ce qu'on a fait, c'est le 8 de mai, on a acheté le magasin. Et on a créé la charte avec les éléments qui s'en viennent après. On a créé un conseil d'administration et on a commencé à vouloir acquérir des biens que les gens voulaient bien nous donner, des dons. Et après ça, on a dit, bon, notre société est partie. Donc, on commence avec ça. Donc, on se trouve à avoir une entité complètement différente de la Société d'histoire, Société de généalogie, Société des archives, tout est différent. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a créé un élément qui complète les autres. Et aujourd'hui, on peut recueillir des objets matériels, on peut avoir des vieux documents qui vont aux archives, on peut avoir la Société d'histoire puis de généalogie qui fait les choses pour les ancêtres puis les familles et tout ça, aide les individus à faire les répertoires puis les volumes pour aider les familles. Je trouve ça génial. On a une région, puis il y en a plusieurs qui viennent de l'extérieur, puis je trouve que ce qu'on a là, c'est une bonne continuité puis un bon élément complémentaire. Les trois entités peuvent s'emboîter si elles s'entraider. Parce que souvent, dans les projets, c'est ça qui est arrivé, tu as entendu parler d'Annie aussi, c'est qu'on va chercher des photos à un endroit. La société nous a aidés en faisant des bercailles.
pour parler de nous autres. En tout cas, c'est une collaboration, moi, que je trouve remarquable. Vous avez plusieurs... en achetant, vous deviez avoir un objectif, en fin de compte, là, quand vous avez acheté le magasin O'Brien, c'était pour le conserver, mais pour... Oui, conserver le bâtiment, mais aussi mettre en place des collections. Parce qu'avoir acheté peut-être ou avoir mis ça à l'intérieur d'un vieux gymnase ou un bâtiment qui n'avait pas de cachet, ça aurait été difficile, puis je pense que ça n'aurait pas été aussi bien accueilli par la population. Là, aujourd'hui, durant l'été, on est ouvert. Durant la période, normalement, ça part de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. Les gens viennent voir ça, ils trouvent ça génial parce qu'on a mis les objets par thématique. Okay. On commence avec les objets alimentaires, on s'en va avec les cosmétiques, on arrive un petit peu plus loin avec les cigares, on parle de boissons, la bière et tout ça, des bières à bras. On arrive avec les objets religieux, puis on s'en va jusqu'à ce qu'on parle de vêtements, on parle de lampes à l'huile, de cadeaux de mariage, etc. Donc, on retrouve tout pareil comme c'était dans un magasin général. Donc, pour nous autres, c'est bien parce que nos collections qui sont données, on peut les compléter à toutes les fois en mettant les objets à l'intérieur des sections qu'on a déjà là. Okay, oui. Donc, pour les individus, c'est intéressant parce qu'ils voient une belle collection d'objets. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut les voir par section. Donc, le guide animateur qui est là durant l'été peut présenter les objets, fait un peu d'historique, même les écoles viennent, et on représente ça aux jeunes. Puis les jeunes sont contents de voir ça parce qu'il y a des objets là, qui sont vraiment là, de collection puis qui remontent quand même au début des années 1890, aller à peu près aux années 1930-40. Est-ce que tu peux nous en parler, quelques objets? Les objets, on peut avoir, inusité. Inusité, peut-être, là, ou quelque chose que... On a des lampes à l'huile qui sont intéressantes, là, parce qu'on fait un peu d'historique. On part aussi bien des vieilles lampes qui vont être les lampes Dominion de glace. On a les lampes américaines. On monte jusqu'aux lampes Aladdin. Donc, les lampes Aladdin qui avec les grandes lobes et les abat-jours. Là, les lampes un petit peu plus cossues de style victorienne, donc on va avoir un peu. Après ça, on se trouve à avoir du verre taillé. On a un mannequin avec les vêtements de une des dames O'Brien qui était là. Donc, on se trouve à avoir la robe en soie avec ces éléments-là, le petit chapeau, on a la petite sacoche perlée qui vient avec. Ça, c'est remarquable. On est content d'avoir ça. Après ça, on a une série d'appareils photo. Donc, qui sont intéressantes, là, qui nous donnent une belle image là, de l'évolution des appareils photo. La vaisselle, on part aussi bien de la vaisselle de grès qu'on va aller avec la vaisselle en verre taillé. On va avoir un peu de vaisselle carnaval et tout ça. Donc, ça nous montre ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc, il y a plusieurs choses comme ça là, qui sont des belles collections, puis c'est intéressant. Et avec les thématiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu 2 expositions importantes qui ont été faites. Et on se trouve à avoir aussi, là, si on regarde, on a fait un inventaire ici du catalogue d'inventaire du magasin O'Brien. Et dans cet inventaire-là, on a tout pris les collections, tout ce qu'on avait dans les collections en général, on les a mis dedans par série. Donc, les gens peuvent se le procurer durant l'été et ils peuvent venir au magasin. Puis ça nous donne une idée des antiquités ou des objets là, qui ont servi à la population ici de la région à cette époque-là. Et si on regarde les 2 expositions que je voulais mentionner, on a eu entre autres, on a eu beaucoup de collections de jouets. Et à un moment donné, on avait des vieux jeux de hockey, on a eu des vieux, des espèces de cheval sautoir, on a eu des petites tables, des sets de vaisselle d'enfants, les poupées, on a eu toutes sortes d'affaires. Et là, on a décidé, on s'est dit, pourquoi, au lieu de prendre une section, on ne fait pas une thématique complète? Et ça fait à peu près 3 ans. On avait été voir la Sarah avec M. Hamann, Stéphane. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé de sortir des photos qui permettaient de voir les objets d'époque. Exemple, on avait une vieille marchette qui datait de 1910. Donc, on voit la marchette qui est là. Et en même temps, avec la photo, on voyait à l'époque comment on s'en servait. Puis on a pu mettre une datation parce que les gens sont curieux de dire, une marchette de même, c'était vers quelle année? Là? Ouais. On a une de 1910. On regardait la chaise haute. La chaise haute où on mettait les enfants dedans, on a une aussi. Donc, on a trouvé aux archives avec Stéphane, on a trouvé une chaise haute où l'enfant est dedans, mais elle date de 1935. Donc, derrière, le dossier est presse-bac avec la petite tablette qui est en avant et tout ça. On a des vieilles poussettes, là, les fameuses poussettes où on les landaux, qu'on mettait les enfants dedans. Bon, on en a des années 40, donc ça donne une idée. On se trouve à avoir plusieurs choses. Donc, la personne peut regarder les photos avec la Sarah, comme on disait, la collaboration, puis on est capable en même temps de regarder les autres éléments puis de voir l'objet sur place. Fait que vous avez, comme on disait, là, par thème. Par thématique. Vous avez aussi... comme vous avez une dernière exposition. Une dernière exposition, fait que vous avez vous alternez ce que vous avez comme... Oui, au niveau des collections. Puis on veut mettre en valeur des éléments souvent qu'on ne peut pas ramener tout le temps. Ça fait qu'au niveau des collections, là, la dernière exposition qu'on a faite, c'est les métiers d'autrefois. Et ça nous a permis, ça, les métiers d'autrefois, de ramener beaucoup d'objets qu'on avait. On se trouve à retrouver, à l'intérieur de ça, on se trouve à avoir l'école de rang. On a les marchands qui faisaient du porte-à-porte, là, comme on disait, les marchands itinérants. Ouais.
On se trouve à avoir aussi une section où on parle du médecin d'autrefois. On a une section où on parle du photographe. On a le couturier. On se trouve à avoir une section sur le cultivateur, les bûcherons, quand on parlait que les gens allaient au chantier là, pour faire les éléments. On retrouve toutes ces choses-là. Mais on a tout mis par thématique les objets qu'on avait, aussi bien outils comme les objets. Et on a fait ça dans l'arrière-boutique. C'est là que je parlais tantôt que M. O'Brien avait défait son magasin, là, dans les années 1909. Il a défait son magasin et il était très conservateur parce qu'il a tout ramené les châssis puis il avait mis ça dans le backstore. Ah, OK. Quand on a démantelé ou vidé le backstore, nous autres, pour faire la nouvelle exposition, c'est là qu'en fin de compte, on a retrouvé les vieux châssis. Et là, on a fait un faux mur. On a réintégré les châssis à l'intérieur et on se promène à l'intérieur du backstore, de la partie qui est là. On a fait comme des trottoirs de bois. OK. Donc, l'individu se promène, il peut regarder l'exposition, puis on arrive dans une section qui ressemble à une vieille rue où on a les vitrines, puis on voit aussi la section pharmacie, le vieux médecin, on voit les appareils photo comme si c'était la section du photographe, le couturier, etc. Donc, on a fait une thématique intéressante. Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais on a réussi à faire quelque chose de bien là-dessus. C'est ça. Parce que le magasin est sur 3 étages. Oui, il est sur 3 étages. Fait que vous en servez comme entrepôt, en fait? Oui, là, on s'en sert. Le premier étage en bas, là, c'est le magasin, officiel. Ça veut dire que c'est là qu'on met nos collections puis qu'on monte au public durant l'année. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'actuellement, l'escalier qu'on regardait de côté, l'escalier n'est pas trop sécuritaire actuellement. Là, on voudrait refaire dans quelques années, là, parce qu'on a encore des visions à long terme, on voudrait refaire cette section-là. Il faut mettre les gardes par la suite à la bonne hauteur là, pour être sécuritaire au niveau de l'environnement du bâtiment. Là. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait meubler le 2e étage. Mais ça, c'est encore dans quelques années, là. Mais ça, c'est les idées à venir par après. Et là, au 3e étage, bien, il y avait les chambres, il y avait une salle de lavage, il y avait la toilette qui est là avec le petit bain, mais ça a été rénové. C'est à peu près dans les années 40-50. Fait que pouvoir créer puis trouver du mobilier de cette période-là, ça serait intéressant. On pourrait partir du magasin en bas avec les collections. On monterait pour trouver un bâtiment des années 50 qui est bien conservé quand même. On a des vieilles marquettes de plancher, les vieux prélats qui sont encore là sur un plancher peint là, qui se vendaient à l'époque. Il y a plusieurs choses intéressantes qu'on pourrait développer encore en haut. Oui, ça ferait la partie la partie habitation, en fin de compte, les chambres au 3e étage là, qui pourraient être aussi meublées d'époque, des années 50, que je suis en bas avec le 2e étage. Ça serait intéressant. On pourrait faire comme dans certaines maisons qu'on va voir aussi bien comme à Bolton ou ailleurs, c'est qu'il y a des maisons où on met un plexiglas en avant de la pièce, les gens peuvent regarder le mobilier qui est là, ils circulent à l'intérieur, ils font ça à leur rythme, puis ils regardent les éléments. Donc, c'est plus ça, puis on pourrait même avoir, aujourd'hui, avec l'informatique et tout ça, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait donner des commentaires. Donc, sur les éléments, sans avoir un guide animateur qui soit là. Avec des caméras, on pourrait regarder les individus, puis voir s'ils ont besoin de service ou autre, puis on pourrait aller les aider quand ils ont besoin. Là. Ça, c'est des vocations à venir. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, M. Turcotte. C'était très intéressant. Ça nous a fait connaître un peu plus la famille O'Brien puis le magasin O'Brien. Fait que si les gens veulent aller visiter votre musée, votre magasin, ils peuvent y aller durant la période estivale. Il y a toujours quelqu'un, comme vous avez dit. Oui, c'est ça. Durant l'été, il y a un guide animateur. Puis cette année aussi, là, on a eu quelqu'un pour 6 semaines avec les projets carrière, puis ça va bien. Bon, fait qu'on invite tout le monde, ceux qui ont le goût de voir l'historique puis voir l'histoire. Il y a une belle heure de visite à faire, là, facilement. Encore une fois, merci, M. Turcotte. Merci, M. Daniel. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Une page d'histoire.